Bonjour. 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 Hein? Hmm. Bonjour. 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 Alors, pensez à fermer votre micro pour l'instant, s'il vous plaît. Merci. C'est bien si vous pouvez mettre, pour certaines ou certains d'entre vous, mettre la caméra. Ça me permet d'avoir des interlocuteurs devant moi, c'est plus agréable. Bon. Bonjour. Bien. Alors, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer. Je vais aujourd'hui donc vous proposer un cours entièrement consacré à Peirce, disons à la conception de l'icône chez Peirce. Et on va utiliser pour ça plusieurs documents. Je vous avais donné donc à la fois le PowerPoint que j'avais préparé et un texte de Japy qui porte sur les notions d'iconicité et d'hypoiconicité. Donc, je vais évidemment partir du PowerPoint et puis je vais commenter aussi le texte de Japy. J'ai procédé ainsi parce que ces notions sont quand même très compliquées. Je veux dire que c'est difficile de savoir que faire de la conception peircienne de l'icône. Évidemment, dans un certain champ, en particulier en linguistique et dans les problématiques du genre de celles qui nous intéressent, la notion d'iconicité est omniprésente, mais cette notion, elle est empruntée à Peirce et on ne sait pas bien précisément ce qu'elle véhicule chez Peirce, tout au moins les linguistes très très rarement vont examiner chez Peirce la complexité du concept et le simplifie pour le rendre tout de suite opératoire. C'est ce qu'on a vu avec la définition que je vous avais citée déjà il y a un certain nombre de semaines, la citation d'Olga Fischer, indiquant la façon dont on comprenait l'iconicité en linguistique. Là, on va donc essayer de plonger dans une forme de complexité, hein, il faut le dire, de la notion d'icône. Donc on va s'éloigner un petit peu de la linguistique à certains moments, hein, inévitablement, pour la retrouver ensuite. Et c'est pour cette raison que je vous ai donné d'abord les textes à lire pour que vous ayez un premier aperçu et que même si vous n'avez pas tout compris en lisant ces textes, et vous avez raison parce que de ne pas tout comprendre, hein, je veux dire, bien malin celui qui prétend avoir parfaitement compris la notion d'icône chez Peirce. Moi-même, d'une année sur l'autre, il y a des points sur lesquels je change un peu d'avis. C'est assez difficile, au fond, d'avoir une idée extrêmement claire sur la question. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que le concept est très riche, beaucoup plus riche que ce qu'on imagine d'habitude, hein, lorsqu'on va trop vite dans les définitions, lorsqu'on définit avant de réfléchir, au fond. Hein. Malheureusement, c'est ce que font souvent les linguistes. Hein. Ils prennent une définition qui les arrange pour que la chose soit assez carrée, assez scientifique, et hop, on y va, on fait des mesures, on regarde les corpus à partir de la définition qu'on s'est donnée. Mais bon, c'est facile de se donner des définitions. Mais il est quand même bon, préalablement, de regarder un petit peu ce qu'ont pu, enfin de lire plutôt, un peu ce qu'ont pu écrire de grands penseurs qui ont réfléchi sérieusement à la question. Et Peirce est vraiment celui qui est qui est évidemment la référence centrale, inévitable sur cette question d'iconicité. Donc, je vais partager l'écran en commençant par le PowerPoint. Donc, alors, vous verrez que j'utilise deux ordinateurs aujourd'hui.
par commodité pour avoir un plus grand écran, parce que tout à l'heure, avec le texte de Japi, donc on va passer sur le commentaire d'un document Word. Donc c'est pour cette raison que vous ne me voyez pas fixer la caméra, parce que j'ai deux ordinateurs en même temps. Alors, on va donc commencer par ce simple rappel, mais je vous l'ai déjà dit, donc je passe là-dessus rapidement. L'introduction du concept d'iconicité, du concept peircien d'iconicité, l'introduction du concept peircien d'iconicité dans la linguistique est très facile à dater. Hein, ça date de 1965, dans cet article de Jacobson, à la recherche de l'essence du langage. Jacobson écrit la chose suivante: « Efforçons-nous maintenant d'aborder la structure linguistique sous un aspect iconique et de proposer une réponse à la question posée par Platon, en vertu de quelle sorte d'imitation, mimésis, la langue attache-t-elle le signifiant au signifié. » Donc vous voyez que d'emblée, la façon dont ici est comprise l'iconicité, ce qui est évidemment une façon commode, c'est comme ça, c'est cela que la linguistique va retenir, que la linguistique de l'iconicité va retenir. C'est l'idée qu'il y a une mimésis, une ressemblance, une similarité, une analogie entre le signifiant et le signifié. Hein, c'était la teneur de la définition de l'iconicité que je vous avais donnée par Olga Fischer et qui est au fond la définition la plus usuelle dans les recherches contemporaines au plan international sur l'iconicité. Bon. Alors, est-ce que cette idée d'une similarité entre signifiant et signifié suffit à comprendre cette notion d'iconicité? Alors, on va voir que non. Bon, on reviendra tout à l'heure sur cette distinction que fait Jacobson, enfin, on reviendra tout à l'heure. C'est-à-dire, on ne reviendra pas à partir de Jacobson, je commenterai plus tard le texte de Jacobson. Aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur Peirce, mais je vous redonne cette citation simplement pour rappeler qu'on verra qu'il y a plusieurs types d'icônes et que Jacobson retient uniquement les images et les diagrammes, alors que chez Peirce, il y a aussi les métaphores, hein, qui sont un troisième type d'icônes qu'on va appeler les icônes. Alors, image que... Ah, oui, il faut éteindre votre micro. Je vérifie. Oui, merci. Voilà, donc l'image correspond grosso modo à l'analogie binaire et le diagramme à l'analogie proportionnelle, mais peu importe pour l'instant, on va se concentrer sur la notion d'analogie chez Peirce. Donc Peirce, je rappelle ses dates, 1839-1914, un malentendu autour de Peirce. Une sorte de malentendu, disons, autour de Peirce consiste à dire que Peirce est l'inventeur de la sémiotique. Alors, c'est à la fois vrai et faux. Hein. C'est vrai au sens où il utilise le terme de sémiotique et qu'il prétend développer une science des signes, mais ce qu'il appelle une science des signes ou une étude des signes, une étude de sémiotique, ça n'est pas du tout la même chose que ce que les sémioticiens, au sens contemporain du terme, entendent par sémiotique. Pour la bonne et simple raison que pour Peirce, le concept de signe vient simplement de sa façon de conceptualiser la pensée. Il y a une phrase célèbre de Peirce qui dit, grosso modo, on ne peut pas penser sans signe. Donc, comme un philosophe étudie la pensée, eh bien, cette étude de la pensée doit passer par les signes. Tout est signe pour Peirce. Tout est signe. On ne peut pas, enfin, tout ce qui relève de la pensée est signe. N'importe quoi peut être un signe, à la limite. Donc, si vous voulez, l'étendue de ce qu'il entend par sémiotique déborde de très loin la sémiotique au sens usuel du terme. Donc, il y a une sorte de malentendu. Peirce est d'abord un philosophe, hein, pas un sémioticien, c'est un philosophe. Bon, je vous avais dit la dernière fois que ces écrits étaient rassemblés sous la dénomination de Collected Papers, et c'est sous cette référence qu'on va donner les différentes citations. Et puis, je vous avais signalé également que l'édition de Peirce est toujours en cours. Hein, l'édition des travaux de Peirce est toujours en cours.
Donc, c'est un peu à l'arrêt, vous voyez, ça fait longtemps que ça a commencé. Peut-être que ça va se poursuivre, je ne sais pas trop, à vrai dire, dans le détail, où en est ce projet d'édition, mais en tout cas, on trouve sur Internet, via notamment le lien que je vous indique ici, beaucoup de choses extrêmement intéressantes sur Peirce, pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient se documenter. Alors, commençons. Le premier point à comprendre, la base, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle parfois la trichotomie chez Peirce, c'est-à-dire le fait de considérer qu'il y a 3 catégories fondamentales. Alors, quand on dit catégorie fondamentale, on entend par là des catégories de l'être, c'est-à-dire des catégories ontologiques, mais de l'être au sens plutôt de l'expérience. Ce sont des catégories de l'expérience ou de l'être en tant qu'être humain, de l'être dans sa relation au monde, donc en gros de l'expérience. C'est là où vous voyez bien que la pensée de Peirce dépasse de loin une perspective purement sémiotique. Ce qui l'intéresse ici, c'est un point de vue ontologique. Alors, d'où viennent ces 3 catégories? Pourquoi est-ce qu'il considère qu'il y a 3 catégories et pas 4, 5, etc. C'est, au fond, bon, là, ce n'est pas du tout un point sur lequel je vais insister, mais la motivation, elle est mathématique. Vous savez peut-être que Peirce était aussi un logicien, un mathématicien, et il a notamment développé en logique ce qu'on appelle la quantification, la notion de quantification. Et il tire d'une considération mathématique l'idée qu'il y a 3 catégories fondamentales. C'est-à-dire qu'en gros, donc il y a ce qu'il appelle firstness, qu'on traduit en français par priméité, secondness, la secondéité, thirdness, la tiercéité. Et ça ne va pas au-delà, parce que finalement, l'idée générale, si vous voulez, c'est que si vous allez jusqu'à 4, 4, ce sera soit 2 fois la secondness, soit 2 secondéités, soit une priméité, une tiercéité, enfin, ça n'est plus fondamental. Après, tout le reste va pouvoir être à la limite réduit à des combinatoires peut-être de firstness, secondness, thirdness. Bon. Alors, vous voyez que je prends là la première citation, donc vous voyez qui vient des Collected Papers ici, et ça c'est la référence de cette citation. Les idées de priméité, secondéité et tiercéité sont simples. Dans le sens le plus large, pour inclure les idées aussi bien que les choses, et les idées à la fois qu'on a vraiment et celles qui sont de simple fantaisie, disons, eh bien, je vais définir la priméité, la secondéité et la tiercéité de la façon suivante. La priméité est le mode d'être ce qu'il est positivement et sans référence à rien d'autre. La secondéité est le mode d'être de ce qu'il est par rapport à un second, mais indépendamment d'un troisième. Et la tiercéité est le mode d'être de ce qu'il est en mettant un second. Oui, en mettant, en fait, je me demande s'il n'y a pas une erreur ici, mais bref, il y a le premier, le second et le troisième. C'est-à-dire, si je lis la citation, c'est le mode d'être de ce qui est ce qu'il est en mettant en relation un second et un troisième. Donc, ça présuppose qu'il y a le premier. Bon, alors, ah oui, j'avais oublié que j'avais traduit dessous la tiercéité, la manière d'être de ce qui est tel qu'il est en mettant en relation un deuxième et un troisième. Bon. Donc, cela présuppose qu'on a donc le deuxième qui est auparavant. Donc, dites-vous que là, les définitions sont extrêmement théoriques. La priméité, ça va s'appliquer à n'importe quoi, pas seulement à des signes, pas seulement... pour vous donner un exemple d'application des notions de priméité, secondéité et tiercéité,
Ben, la position est priméité, la vitesse est secondéité, l'accélération est tiercéité pour Peirce, par exemple, dans un des exemples, les multiples exemples qu'il donne. C'est pour vous dire que ces notions s'appliquent à toutes sortes de choses. N'importe quoi, au fond, existe pour l'être humain selon ces trois modes de priméité, de secondéité, de tiercéité. Ce sont des catégories des catégories de l'être. Hein. Ce sont des types d'êtres. Il y a des êtres qui sont de l'ordre de la priméité quand ils se définissent par rien d'autre que ce qu'ils sont par eux-mêmes. Il y a des êtres qui sont de l'ordre de la secondéité parce qu'ils se définissent par rapport à autre chose. Il y a un couple, il y a une dualité. Hein. Il y a une dyade, on dit parfois aussi. Hein. On utilise parfois monade pour la priméité, dyade pour la secondéité et triade pour la tiercéité. Alors pour la tiercéité, il y a trois choses. Il y a deux choses et puis une relation entre les deux, hein, en gros. Ou alors, il y a trois choses qui entrent en relation les unes avec les autres. En tout cas, il y a trois éléments. Hein. Et alors, ces notions vont s'appliquer à tout et elles vont même être reconduites les unes à l'intérieur des autres. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, je disais que ces trois notions, enfin que ces trois types d'êtres, priméité, secondéité, tiercéité, s'appliquent à toutes sortes de choses, mais elles s'appliquent en particulier aux signes. Et simplement, je voulais insister sur le fait que ça ne s'applique pas seulement aux signes. Donc, le signe est une figure de la tiercéité parce qu'il y a trois éléments dans le signe. Hein. On va voir, il y a le représentamen, l'objet et l'interprétant. Bon. Alors, une petite chose qu'il faut noter là, c'est que dans les textes de Peirce, il y a toujours et même chez Japy, enfin chez les commentateurs, il y a toujours une hésitation, une ambiguïté sur l'usage du terme signe. Hein, parce que parfois, le terme signe est utilisé, c'est exactement comme chez Saussure, hein, le terme signe est utilisé pour désigner l'ensemble du processus sémiotique qui inclut donc le représentamen, l'objet et l'interprétant. Ça, ce serait le signe, toute cette configuration. Et puis dans d'autres cas, on utilise signe pour dire uniquement le représentamen. Bon, par exemple, si vous imaginez qu'une trace de pas est un signe, une trace de pas dans le sable est un signe, ben, soit vous dites que ce qui est signe, c'est juste la trace, c'est-à-dire ce qu'on appellerait le signifiant en langage saussurien, la forme du signe, hein, ou le représentamen, disons, en termes peirciens. Hein, la trace elle-même, que vous voyez sur le sol, hein, cette forme que vous pouvez prendre en photo, etc. Donc ça, c'est le signe au sens du représentamen. Mais vous pouvez aussi considérer que quand vous dites que cette trace est un signe, vous véhiculez par l'idée de signe qu'il y a la trace, mais qu'il y a aussi la personne qui a fait cette trace, ou l'animal, enfin. Et donc, dans ce cas-là, qu'il y a un lien entre quelqu'un qui a fait la trace et la trace. À ce moment-là, vous êtes dans la description du processus sémiotique, et donc le mot signe signifie autre chose que simplement le signifiant ou le représentamen. Bon. Alors, voyons comment sont définis ces trois constituants du signe, hein, chez Peirce. Un signe ou représentamen, donc je donne directement la traduction là, est quelque chose qui représente à quelqu'un quelque chose sous quelque rapport, hein, in some respect or capacity, ou à quelque titre. Il s'adresse à quelqu'un, donc le signe est une sorte d'intermédiaire, hein, est une sorte de médium, hein, chez Peirce, qui s'adresse à quelqu'un, c'est-à-dire crée dans l'esprit de cette personne un signe équivalent ou peut-être plus développé, donc une idée, si vous voulez. Hein. Ce signe qu'il crée, je l'appelle l'interprétant du premier. En gros, c'est la signification, ou le signifier, si vous voulez. Mais évidemment, le concept de saussurien de signifier est complètement fondé sur des prémices
différente, hein, ça n'a absolument rien à voir. Mais disons que c'est la signification, si on veut, hein, si on veut simplifier un petit peu. Et puis, le signe représente quelque chose, son objet. Le signe, il est déterminé par quelque chose, il est déterminé par son objet. Et il représente cet objet, non sous tous les rapports, mais par référence à une sorte d'idée que j'ai appelée quelquefois le fondement du représentamen, le ground du représentamen. Donc là, cette petite, donc l'idée, la première approximation, ce serait de considérer que l'objet, c'est le référent. C'est la chose que vise le signe, puisqu'on dit le signe représente quelque chose. Mais tous les Peirciens vous disent que l'objet chez Peirce, ça n'est pas du tout le référent. C'est d'une certaine façon, c'est une certaine perspective sur le référent. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous reprenez cet exemple de la trace de pas, qu'est-ce que représente cette trace? Ça représente peut-être une personne qui est passée, hein. L'objet, ça va être la personne qui est à l'origine du signe, d'accord? Mais ça représente l'objet à travers le pied, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est une trace de pied. Donc il y a le fondement du représentamen, c'est ça, c'est cette idée qu'on a une sorte de sélection, une sorte de perspective sur le référent qui constitue l'objet sur un certain... et donc cette perspective, c'est ce que Peirce appelle donc le fondement ground. Donc ça donne ce genre de schéma que vous connaissez bien, hein, le signe ou représentamen, l'objet. Alors attention, l'objet, ce n'est pas la chose, ce n'est pas tout à fait le référent, c'est une vision du référent. J'y reviendrai tout à l'heure avec l'exemple, un autre exemple de la girouette. Oui, je peux vous donner tout de suite l'exemple. Dans une girouette, hein, une girouette qui est un signe qui indique la direction du vent. D'accord ? Le signe, c'est la girouette qui va être dans une certaine position. D'accord ? Le signe, le représentamen, c'est l'objet qu'on appelle girouette, hein, la girouette elle-même, qui va être dans une certaine position. Elle est déterminée, ce signe, il est déterminé par le vent. Hein. C'est le vent qui cause la position de la girouette. Mais ce ne sont pas toutes les propriétés du vent qui sont responsables de la position de la girouette. C'est uniquement la direction du vent. Parce que le vent, par exemple, si je prends un autre paramètre du vent qui serait sa force, que le vent soit fort ou faible, la girouette, elle va avoir la même direction du moment que le vent souffle dans une certaine direction. Donc, vous voyez que le signe ne représente l'objet que sous un certain angle, sous un certain aspect. Alors, ce sera important quand on va dire après qu'il y a une ressemblance, parce que en termes d'iconicité, parce que c'est là-dessus, c'est dans la relation signe-objet que va se jouer la notion d'iconicité. Bon, et puis vous avez là l'interprétant. Donc, j'insiste sur le fait aussi qu'on a bien un modèle classiquement ternaire, hein, du signe, bien que, évidemment, cette conception du signe soit très originale dans son genre, mais elle reste classique parce qu'elle est ternaire, par opposition à la théorisation beaucoup plus originale, hein, beaucoup plus originale chez Saussure, qui est donc une conception binaire du signe, mais uniquement du signe linguistique, bien sûr. Et ici, on a le signe dans sa plus grande généralité. Alors, ensuite, le signe, donc on a compris que le signe était lui-même le lieu d'une tiercéité, puisqu'il est composé de 3 éléments. Donc, dès qu'on a signe, on a une tiercéité. Bien. Alors, on obtient une première division des signes en 3 grandes catégories.
selon qu'on considère soit le signe en lui-même, soit la relation du signe à l'objet, soit la relation du signe à l'interprétant pour tel objet. Bon. Alors, je précise aussi que là, c'est une des classifications des signes, hein, chez Peirce. Vous aurez pu voir en lisant Japy qu'il y a au moins 4 grandes classifications des signes chez Peirce, que les classifications, enfin les textes sur l'icône qui sont le plus représentatifs de sa théorie de l'icône apparaissent dans une certaine période, dans les débuts, dans les 10 premières années du XXe siècle, mettons même entre, je crois, 1904-1906. C'est dans ces années-là que s'élabore vraiment une théorisation relativement stable du signe chez Peirce, mais en fait, on trouve des classifications avec parfois un grand nombre de sous-catégories. Disons que c'est une des raisons pour lesquelles il est assez difficile de s'y retrouver, hein, chez Peirce, c'est qu'il y a beaucoup de classifications différentes qui se recoupent en partie, mais pas toujours complètement. Et donc, il est impossible de dire une fois pour toutes, voilà ce que pensait Peirce. Hein. Donc, on peut quand même récupérer de tout cela ce qui est le plus stable, ce qui est le plus intéressant selon le point de vue où on se situe. Hein. Et ce que je vous expose ici, c'est une des classifications les plus stabilisées, hein, et qui est quand même très cohérente avec avec l'ensemble disons, de la perspective peircienne. Alors, si je considère le signe en lui-même, donc le signe en lui-même, c'est le représentamen. Hein. C'est, comme je disais tout à l'heure, la trace de pas sur le sable, c'est le dessin sur le sable que forme cette trace de pas. Si je prononce un mot à haute voix, le représentamen, ça va être le son que j'entends au moment où le mot est prononcé. D'accord ? Dans ce cas-là, je considère le signe en lui-même, et par conséquent, si vous avez bien compris ces notions de priméité, secondéité, tiercéité, ça veut dire que je considère le signe en tant que priméité, puisque je le prends en lui-même, hein, en relation avec rien d'autre. Donc, je considère le représentamen pour ce qu'il est, en lui-même. Hein. Le signifiant, si vous voulez, au sens saussurien, mais encore une fois, je suis très embarrassé de dire le signifiant comme si c'était l'équivalent, mais le représentamen chez Peirce et le signifiant chez Saussure, ça n'a strictement rien à voir, puisque le signifiant chez Saussure, il est défini dans le cadre de la théorie de la valeur, une théorie complètement oppositionnelle, etc. Et on n'a rien de comparable à cela chez Peirce. Hein, la perspective est complètement différente. Mais concrètement, si vous voulez, c'est la forme extérieure du signe. Hein. C'est l'image qu'on voit, par exemple, dans un portrait, c'est la trace de pas, c'est la position de la girouette, c'est le son que j'entends, ou les traits de dessin que je vois écrits sur une page lorsque je considère le signifiant oral, écrit, pardon, lorsque je considère l'écriture. Bon. Donc, je considère le signifiant, le signe en lui-même, c'est-à-dire le représentamen. C'est une perspective sur le signe qui est la perspective de la priméité. Ensuite, je peux considérer le signe comme une secondéité, c'est-à-dire je prends 2 éléments dans le signe. Hein, la secondéité, c'est là où il y a une chose et une autre, en relation ou en opposition. Bon. Eh bien, là, la secondéité va être la relation du signe à l'objet. Et c'est là que va intervenir la notion d'iconicité. Et puis, comme tiercéité, ça va être la relation du signe à l'interprétant pour tel objet, hein, c'est-à-dire, si on veut, la relation objet-signe-interprétant, hein, c'est-à-dire l'objet informe le signe qui lui-même transmet à l'interprétant. Hein. En gros, on a comme l'idée d'une communication, hein, de certaines propriétés formelles de l'objet via le signe pour aller vers l'interprétant.
Hein, il faut s'imaginer comme ça. Et il y a d'ailleurs, il me semble, dans le texte de Japy, un schéma de ce genre, où on part de l'objet, hein, qui détermine, pour utiliser le terme de Peirce, qui détermine le signe, et le signe lui-même va déterminer l'interprétant. Hein, quand j'ai dit signe, là, je voulais dire représentamène, mais c'est la même chose. D'ailleurs, Japy utilise signe au lieu de représentamène dans ce cas-là. Donc, pour redire la même chose, mais cette fois-ci avec le terme de représentamène, on a l'objet qui détermine ou informe, au sens propre du terme, hein, transmet de sa forme. Hein, l'objet transmet de sa forme au représentamène, qui lui-même transmet de sa forme à l'interprétant. Donc, on a, via le représentamène, ou le signe, hein, encore une fois, il y a toujours cette ambiguïté, quand on parle de signe, on ne sait pas si on parle de la globalité signe, représentamène, objet, interprétant, ou bien uniquement du signe en tant que représentamène. On a donc cette communication, hein, de propriété formelle de l'objet vers l'interprétant. Bien, donc, vous voyez que la conception triadique peircienne, cette idée qu'il y a 3 ordres de choses dans l'expérience, est appliquée au signe lui-même. Hein, puisque le signe fait partie de l'expérience, on ne pense qu'en signe. Très bien, on ne pense qu'en signe. Le signe est l'exemple typique de la tiercéité. Très bien. Mais puisque je ne pense qu'en signe, et puisque je suis convaincu, si je suis Peirce, que tout ce qui existe pour l'homme est soit tout ce qui existe dans l'expérience humaine est ou bien de l'ordre de la priméité, ou bien de l'ordre de la tiercéité, ou bien de l'ordre de la secondéité. Quand je dis ou bien, d'ailleurs, c'est un peu faux. Il faudrait dire peut être pris dans chacune de ces perspectives. Hein. Il n'y a pas d'un côté des choses qui sont des priméités et de l'ordre des secondéités. Ça ne marche absolument pas comme ça, on va le voir en détail. N'importe quoi peut être vu, c'est plutôt comme ça, vu sous l'angle de sa priméité, sous l'angle de sa secondéité, sous l'angle de sa tiercéité. Donc, c'est normal que Peirce soit conduit à s'interroger sur le signe comme priméité, le signe comme secondéité, le signe comme tiercéité. Bien. Alors, une fois qu'il a fait ça, il va en fait reconduire la même trichotomie à l'intérieur de chacune de ces 3 catégories. Ça nous donne du coup 9 possibilités. Hein. Donc, quand il considère le représentamène, qui est donc une sorte de priméité, puisque là, le représentamène est une forme de priméité, puisque c'est le signe vu comme une priméité, mais sur le représentamène lui-même, hein, quand je considère le représentamène lui-même, et que donc je me suis mis dans une perspective de priméité à l'égard du signe, eh bien, le représentamène lui-même, je peux le considérer du point de vue de la priméité, de la secondéité, de la tiercéité. Et c'est là qu'on distingue 3 grands types de signes. On verra évidemment ce qu'ils veulent dire après. Calicigne, syncigne, légicigne. Et ensuite, quand je suis dans la deuxième grande catégorie, qui est donc de voir le signe sous l'angle de la secondéité. Bon, d'accord, je vois le signe sous l'angle de la secondéité. Si je le vois sous l'angle de la secondéité, je le vois sous l'angle de la relation entre signe et objet. Bien. Mais cette relation entre signe et objet, elle-même, elle est une chose pensable. Donc, puisqu'elle est une chose pensable, elle est une chose que je peux envisager sous l'angle de la priméité, de la secondéité, de la tiercéité. Donc, si je l'envisage sous l'angle de la priméité, ce sera l'icône. Si je l'envisage sous l'angle de la secondéité, ce sera l'index. Et si je l'envisage sous l'angle de la tiercéité, ce sera le symbole. Et puis, on a la même chose, mais je ne vais pas interpréter, parce que je ne vais pas commenter, parce que ça serait beaucoup trop long. On va laisser tomber tout ce qui relève de la tiercéité, là, pour l'instant, de la relation à l'interprétant. Mais on a le même raisonnement pour la tiercéité avec donc la relation signe-interprétant qui peut être vue comme priméité, secondéité, tiercéité, ce qui donne le rème, le dissisigne et l'argument. Mais on va laisser ça un peu de côté, on va se concentrer, bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'icône et l'iconicité. Donc, vous voyez déjà, là, rien que ça, hein, ne serait-ce que cela. Mais on va voir que ça n'est qu'un petit bout de la complexité de cette affaire. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans l'icône, voilà, l'icône c'est très simple, c'est quand il y a une ressemblance entre le signifiant et le signifié.
Là, on est... Qu'est-ce que c'est que l'icône? L'icône, c'est le fait de voir la relation signe-objet comme une priméité, sachant que la relation signe-objet est une perspective de secondéité sur le signe. D'accord? Donc, pour bien comprendre comment cette notion d'icône, enfin, pour bien comprendre quelle est la portée de cette notion d'icône chez Peirce, il faut comprendre ce que veut dire secondéité, il faut comprendre ce que veut dire priméité. Et il faut comprendre surtout, ça on y reviendra tout à l'heure, ça sera très important pour la fin, qu'il y a quelque chose comme une difficulté quand même là, parce qu'on va avoir une priméité dans un cadre de secondéité, et là ça va poser problème. Puisque donc la relation signe-objet qui caractérise l'icône, c'est la relation signe-objet vue comme priméité, mais comment voir comme une priméité ce qui est fondamentalement une secondéité, c'est-à-dire la relation du signe à l'objet. Comment avoir une perspective de priméité sur une secondéité? Là, ça pose un vrai problème, et on va voir que ce problème, en réalité, il donne une partie de sa richesse au concept d'icône. Alors, je vais vous donner quelques exemples et citations qui viennent d'un site dont on peut penser ce qu'on veut, qui simplifie un petit peu parfois trop les choses, mais qui est quand même, quand on est dans une première approche de Peirce, qui est quand même, à mon avis, très pédagogique et très intéressant, qui est le site Signo-Semio, donc où vous avez d'ailleurs, c'est un site excellent sur toute la sémiotique, hein, mais vous avez une partie sur Peirce qui est très bien faite et qui donne quand même des éléments beaucoup plus approfondis que ce qu'on trouve ailleurs d'habitude. Donc, regardons ces trois trichotomies d'abord. La trichotomie du représentamène. Donc, le représentamène, on a vu, ça peut être trois choses, un calicigne, un syncigne ou un légicigne. Alors, c'est un calicigne si on l'envisage comme donc une qualité qui fonctionne comme signe, comme une priméité. C'est un syncigne, une secondéité, on l'appelle syncigne quand le représentamène est vu comme une secondéité, c'est-à-dire une chose ou un événement spatio-temporellement déterminé qui fonctionne comme signe, et puis il peut être un légicigne, tiercéité, c'est-à-dire un signe conventionnel. Alors voici les exemples qu'on vous donne, je continue la lecture. Par exemple, les mots de passe, les insignes, les billets d'entrée à un spectacle, les signaux du code de la route, les mots de la langue, sont des légisignes. Alors pourquoi des légisignes? Parce que ce sont des signes conventionnels. Quand on dit signe ici, on veut parler des représentamènes. Ils sont conventionnels parce que, je veux dire, un billet d'entrée à un spectacle, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un carton, ça peut être même un truc en plastique, ça peut être n'importe quoi. Vous avez payé, on vous a donné un truc quelconque qui vous permet d'entrer dans un spectacle. Bien, donc c'est une pure convention, hein, une pure convention qui doit être acceptée par un certain nombre de personnes pour pouvoir fonctionner. C'est ce qu'on appelle donc légicigne. Donc vous voyez, avec cette idée de tiercéité, avec cette notion de légicigne, on comprend qu'il y a dans la tiercéité l'idée de loi, d'habitude, de convention. Alors, simplement, quand on parle du légicigne, on parle, par exemple, si je reprends un autre exemple parmi ceux qui sont donnés, du code de la route, on va dire, par exemple, il faut s'arrêter au feu rouge, on considère le feu rouge comme un signifiant, enfin, comme un signe indiquant qu'il faut s'arrêter, hein, le feu rouge du code de la route. Mais quand je le considère en tant que légicigne, je le considère dans sa généralité. Hein. Je ne considère pas un feu particulier. D'accord ? Mais les légisignes, pour pouvoir, ces lois, que sont ces lois, ces règles, hein, ces conventions, pour qu'elles puissent exister, ces conventions, il faut bien qu'elles soient matérialisées. C'est-à-dire que je peux décider que
le feu rouge, ça sert sa signification conventionnelle, c'est de s'arrêter. Mais pour que ça fonctionne, il faut que j'installe des feux rouges au bord des rues, des routes. Hein. Donc, les légisignes, ils amènent l'idée d'existence. Il y a quelque chose qui est dans l'existence spatio-temporelle. Hein. Dans la secondéité, il y a ça. Il y a, vous voyez, c'est pour cette raison qu'on avait cette indication ici, une chose ou un événement spatio-temporellement déterminé qui fonctionne comme signe. Hein. Du côté de la secondéité, on a cette dimension spatio-temporelle qui existe. D'accord ? Donc, il va pouvoir y avoir un changement, une évolution dans le temps, par exemple. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui existe, Ikenung, hein, qui existe. Et ces légisignes peuvent constituer des répliques, c'est-à-dire, on pourrait dire des actualisations. Hein. On pourrait dire si vous utilisez l'opposition entre type et token, hein, le type étant le type général, et puis token, c'est l'occurrence qu'on trouve. Bon. Eh bien, le signe, le feu que vous trouvez, le poteau de feu rouge que vous avez dans une rue, c'est une réplique, c'est un token hein, du feu rouge en général. Le feu rouge en général, c'est le légisigne, et puis le feu rouge matériel qui est dans la rue, c'est le saint-signe. D'accord ? De même, si je prends l'article le, c'est un légisigne, l'article le, dans sa généralité. Hein. Mais si vous prenez l'article le tel qu'il apparaît, par exemple dans un roman, dans un livre, hein, et que vous comptez le nombre de le qu'il y a dans une page d'un roman quelconque, ce que vous comptez, ça n'est pas le légisigne. Vous comptez des occurrences du légisigne, c'est-à-dire vous comptez des saint-signes. Vous comptez des saint-signes. Vous allez dire il y a 5 le dans ce texte, dans cette page, par exemple. 5 fois le mot le. Bien. Donc ça, vous avez compté, cette fois-ci, vous avez compté non pas les légisignes, c'est toujours le même le, donc c'est le légisigne, c'est-à-dire le signe conventionnel pour dire ce que ça signifie, hein, enfin pour dire voilà, l'idée de ce que véhicule le signifié grammatical de l'article le, mais les différentes occurrences du mot le qu'on trouve dans un texte, eh bien, ce sont des saint-signes. D'accord ? Alors, le qualisigne, qui est la priméité, hein, donc là, on n'est plus du tout dans l'événement spatio-temporel. Le qualisigne, ça va être à ce moment-là, si quelqu'un prononce un mot, ou gardons l'exemple du mot le. Imaginez, le mot le, vous pouvez dire, il y a un seul légisigne, d'accord ? C'est le mot le. Bon, l'article le. Admettons que ce soit que l'article et qu'on ne considère pas le pronom le. Mais, et donc il n'y en a qu'un seul. Si vous avez 5 fois le mot le dans une page, vous aurez 5 fois le saint-signe le. Mais imaginez que dans votre roman, quelqu'un est un peu colorié dans différentes couleurs, les 5 le qui apparaissent. D'accord ? Que le petit blanc qui est à l'intérieur du E, vous voyez, le petit blanc qui est à l'intérieur de la boucle du E, soit colorié sur les 5, il y en a un qui est colorié en rouge, un en bleu, un en noir, etc. Qu'est-ce que vous allez dire là ? Vous avez 5 fois des répliques du légisigne le, vous avez 5 fois l'article le, mais qualitativement, le dessin que représente le, il est différent à chaque fois. Ce n'est pas à chaque fois le même, il a des couleurs différentes. Ces couleurs, elles n'interviennent pas du tout dans le sens de l'article. Hein. Mais la matérialité pure, hein, la qualité qui fonctionne comme signe, c'est-à-dire le mot le en tant que représentamen, dans l'écriture, il va avoir des propriétés différentes d'une occurrence à l'autre. D'accord ? Bon, si je considère la langue orale, je pourrais reconnaître la qualité du son.
C'est-à-dire que quelqu'un va dire le mot le, c'est un peu court, mais il va dire quelques mots et je vais reconnaître la voix de quelqu'un, par exemple. Reconnaître la voix de quelqu'un, c'est de l'ordre du qualissigne, parce qu'il va prononcer, par exemple, la même phrase qu'une autre personne. Donc, les saint-signes et les légisignes, ils ne changent pas du tout. Mais ce qui change quand la voix change, c'est le qualissigne. C'est-à-dire que c'est la qualité qui fonctionne comme signe, et la qualité, en l'occurrence, c'est une qualité qui a à voir avec la perception. Perception visuelle pour l'écrit, perception orale pour, perception auditive, pardon, pour l'oral. D'accord? Alors, maintenant, ce qui nous intéresse plus, mais j'ai insisté un petit peu sur cette trichotomie, la qualissigne, saint-signe, légissigne, parce qu'au niveau du représentamen, je trouve on commence à mieux comprendre, à avoir une idée un petit peu plus concrète de cette différence entre priméité, secondéité, tiercéité. Donc, en résumé, on comprend là peu à peu que ce qui va être en jeu dans la priméité, ce sont des qualités pures, ce sont des pures qualités, des pures sensations. Peirce, vous verrez, utilise le terme de feeling en anglais, qui se distingue quand même un peu de sense, mais qui est l'idée de feeling, c'est-à-dire c'est une qualité en tant qu'elle est perceptible. C'est même pas qu'elle est perçue, c'est qu'elle est perceptible. Donc, puisqu'elle est purement perceptible, elle n'est pas. Pourquoi on précise que la qualité, elle est seulement perceptible? Parce que si elle est perçue, ça devient un saint-signe. Parce qu'à ce moment-là, elle existe du point de vue spatio-temporel. D'accord? Donc, on est du côté du possiblement perçu, du perceptible. Là, il y a une généralité, si vous voulez, de ce qui est perceptible. On comprend donc que la dimension de la priméité est de l'ordre de la qualité pure, du possible de la perception d'une qualité et du possible d'une sensation, d'un feeling. D'une sensation de goût, d'une sensation visuelle, mais d'une pure sensation qui n'est pas encore, si vous voulez, perçue comme telle, conscientisée. Parce qu'à ce moment-là, on retombe dans le saint-signe. Dès que le signe prend une matérialité, pas seulement le signe, mais dès qu'on est dans une forme de matérialité, d'existence spatio-temporelle, c'est-à-dire dès qu'on est dans la matérialité, on est dans quelque chose qui peut persister dans le temps, qui peut se changer, évoluer, se détruire, s'éroder, etc. On est donc dans la secondéité. Et puis la tiercéité, c'est une autre forme de généralité, différente du premier type de généralité, qui est la généralité de la possibilité. Là, c'est la généralité de la loi, de l'habitude, de la convention, de la règle, qui là aussi qui présuppose la secondéité au sens où ça présuppose que le signe soit spatio-temporellement déterminé, mais on reste dans une généralité, c'est-à-dire que la loi, elle est instanciée dans certains cas, mais elle existe en tant que telle sans avoir forcément besoin de ces instanciations. Alors, passons maintenant à la trichotomie de l'objet. Donc, on a vu que la trichotomie de l'objet, c'est la relation, une trichotomie qui prend en charge la relation entre le signe, c'est-à-dire le représentamen, et l'objet. Donc, le représentamen peut, comme on l'a vu tout à l'heure, quand il est pris à lui tout seul, mais il peut renvoyer à son objet selon ces trois perspectives, priméité, secondéité, tiercéité. Et là, je cite à nouveau le Signio Semio, ils indiquent qu'on a une équivalence dans priméité, secondéité et tiercéité avec similarité, contiguïté contextuelle ou loi. Alors, bon, on ne voit pas bien comme ça tout de suite pourquoi il y aurait de la priméité, pourquoi la priméité serait illustrée par la similarité. En quoi la similarité relève-t-elle de la priméité? Ce n'est pas si évident à comprendre comme ça, a priori. Pourquoi la secondéité renvoie à la contiguïté contextuelle? Ça, c'est plus facile à voir. Parce que, par exemple, pour reprendre cet exemple typique, qui est celui de l'empreinte de pas, qui est vraiment
l'exemple typique d'indice, hein, d'index ou d'indice. On a bien le pied qui a été au contact du sable, donc on a bien eu deux choses mises en relation, et le signe est le résultat du contact entre deux choses. Hein. Dans l'indice, on a toujours deux choses, ça c'est clair, une qui a agi sur l'autre. Hein. L'objet a agi sur le signe. Ça, c'est peut-être le type de point de vue le plus simple à comprendre. Le symbole aussi est assez facile à comprendre au fond parce qu'on est très habitué au symbole. Hein. Donc, dans cette trichotomie, qui va être évidemment celle qui va nous concerner le plus, le signe peut être une icône, un indice ou un symbole. Donc, le signe renvoie à son objet. Je continue, je reprends la lecture de la citation. Hein. Le signe renvoie à son objet de façon iconique lorsqu'il ressemble à son objet. Alors, pourquoi est-ce que cette idée de ressemblance, de similarité, a-t-elle un rapport avec la priméité? Tout simplement parce que l'idée de Peirce, c'est de dire que dans ce cas-là, dans le cas de l'icône, le rapport entre le représentamen et l'objet est un rapport qui repose sur de pures qualités de l'objet et du représentamen, ou du signe, si vous voulez. C'est-à-dire que le signe, il va avoir une certaine qualité. Une qualité, on l'a vu, la qualité pure, c'est de l'ordre de la priméité. Et il se trouve que l'objet a aussi cette qualité. Et que le signe, ou le représentamen, renvoie à l'objet en vertu de cette pure qualité. Par exemple, ils sont tous les deux rouges, ils ont tous les deux n'importe quoi en commun. Une similarité, c'est ce qu'on a vu dans la définition de la similarité, il y a des propriétés communes. Bon, c'est exactement ça, il y a des propriétés communes. Et ces propriétés communes sont de pure qualité, qui existent aussi bien chez l'objet que dans le signe ou dans le représentamen, de manière indépendante. Le représentamen, il a ses propriétés, ses qualités-là, d'une manière totalement indépendante de l'objet. Il continue d'avoir ses qualités, même s'il n'y avait pas d'objet. Donc, quand on est dans cette perspective, donc de la trichotomie de l'objet, et donc qu'on est dans la perspective donc de voir le signe comme une icône, hein, comme iconique, eh bien, à nouveau, le représentamen de ce signe peut lui-même être vu comme un qualisigne, un synsigne ou un légisigne. D'accord? Puisque cette trichotomie, elle concerne le représentamen. Là, on vient de parler de la trichotomie de l'objet, c'est-à-dire de la relation entre objet et représentamen. Mais il n'empêche que le représentamen lui-même, il garde la possibilité d'être vu. Hein. Attention, c'est toujours la même chose, ce sont des perspectives sûres, hein, d'être vu comme un qualisigne, comme un synsigne ou comme un légisigne. Donc, les exemples qui sont donnés ici, c'est le sentiment produit par l'exécution d'un morceau de musique. Hein. C'est l'icône du morceau de musique. Bon, alors le pur sentiment, c'est-à-dire vous entendez un morceau de musique, avant même de vous dire cette musique est de, hein, sans même savoir de qui elle est cette musique, vous entendez cette musique. À certains moments, Peirce dit, pour vraiment comprendre ce que ça veut dire, la dimension de l'icône, on verra peut-être si on a le temps, je vous donnerai cette citation, il faut s'imaginer qu'on est dans une demi-somnolence, hein, qu'on est dans une espèce de laisser-aller et qu'on reçoit une pure sensation. On est dans un laisser-aller, on reçoit une pure sensation. Là, on est dans la dimension de l'icône, hein, donc, et du qualisigne. Là, c'est le pur sentiment produit par l'exécution d'un morceau de musique. Si je considère maintenant le portrait d'une personne, bah, c'est l'icône de la personne, parce que là, je mets deux choses en relation, hein, donc je suis dans le synsigne, et puis j'ai une similarité. J'ai une similarité entre la personne et puis le portrait, qui est donc le représentamen. D'accord? Mais j'ai deux choses. J'ai le représentamen et le portrait. Alors que dans
le morceau de musique, vous pouvez dire j'ai deux choses, j'ai le morceau de musique et j'ai la pure sensation du morceau de musique, mais on voit bien que c'est presque indissociable, hein, c'est indissociable. Le morceau de musique n'existe pour l'être humain que si, à un moment donné, il y a quand même un feeling associé à ça, une perception de ce morceau de musique, hein, même avant même qu'elle soit objectivée, qu'elle soit pensée, qu'elle soit prise en charge, il y a cette espèce de moment purement réceptif où on est habité par un morceau de musique sans même le penser, le réfléchir. Hein, voilà. Donc ce moment-là, c'est le moment du cas ici. Ensuite, troisième exemple, une maquette Saint-Cygne est l'icône d'un bâtiment construit ou à construire. Bon, là aussi, hein, il y a une ressemblance entre la maquette et le bâtiment, mais il y a bien deux choses. On est dans l'ordre du Saint-Cygne, on n'est pas dans l'ordre du Calycygne. Le dessin d'un verre est l'icône d'un verre. Bon. Mais si on le place sur une caisse, il entre dans le code des pictogrammes et devient une réplique du légicygne qui signifie fragile, en représentant iconiquement une espèce, un verre du genre les objets fragiles. Alors là, ça mérite quelques explications. Alors je suppose que vous voyez à quoi cet exemple fait allusion. Vous voyez, pour signifier que des objets sont fragiles dans un carton, il y a un pictogramme qui est de dessiner un verre. On dessine un verre sur un carton pour signifier fragile. En fait. Bon. Alors dans ce cas-là, si on analyse la signification du pictogramme, bon, le pictogramme, le pictogramme, si je considère que le pictogramme en général du verre, il signifie fragile, je suis dans le légicygne. Je prends le code, j'examine la codification des pictogrammes. Hein. Si je prends le pictogramme dessiné sur ce carton, je considère à ce moment-là une occurrence, hein, du pictogramme dans sa généralité, donc une réplique du légicygne qui signifie fragile. Et cette réplique, en fait, elle représente iconiquement, par ressemblance, donc, un verre. Donc une espèce du genre objet fragile. Alors, ça, c'était pour le cas où le signe renvoie à son objet d'une façon iconique, en vertu donc d'une certaine ressemblance. Une ressemblance à l'objet, et encore une fois, je le répète, cette idée de ressemblance, elle relève de la priméité parce que la ressemblance elle-même est fondée sur l'idée du partage de pure qualité. Donc sur quelque chose qui est les qualités pures, c'est la priméité. Bon. Ensuite, on a l'indice ou l'index. Hein. On trouve les deux termes. Hein. Là, on a indiqué indiciel, mais on trouve aussi bien index que indice. Ça signifie la même chose dans la perspective peircienne. Donc, le signe renvoie à son objet de manière indicielle lorsqu'il est réellement affecté par cet objet. Donc, là, vous voyez, on est dans la relation signe-objet. Dans le cas de l'icône, c'est la simple ressemblance. Je veux dire que comment dire, prenons un exemple je sais pas moi, d'un portrait. Prenons le portrait de Peirce qui était tout à l'heure dans le diaporama. Hein. Voilà, ce portrait. Bien. Il représente Peirce iconiquement. La relation entre le signe au sens du représentamen, c'est-à-dire la photographie, et l'objet. Alors, admettons que l'objet, ce soit Peirce, hein, l'homme Peirce. Bon, c'est contestable d'un certain point de vue, mais disons pour simplifier pour l'instant, disons que c'est l'homme Peirce. Hein, bien que j'ai dit tout à l'heure que l'objet, ce n'est pas tout à fait le référent, mais peu importe, on va dire ça pour l'instant. Bien que Peirce soit mort depuis longtemps,
eh bien, cette image, je peux toujours dire qu'elle est un signe de Peirce. Elle me fait penser à Peirce quand je la vois, cette image. Une fois qu'on m'a dit, évidemment, une fois qu'on m'a dit que c'est le portrait de Peirce. Donc, l'image, enfin, je veux dire, dans le cas de l'icône, le représentamen peut continuer à exister, à fonctionner comme signe, même si l'objet a disparu. Même si vous admettez que l'objet, c'est le photographe qui a pris la photo là, de Peirce. Parce que dans une certaine conception de l'objet, c'est celui qui a causé le signe. Celui qui a causé, qui a mené ce signe à l'existence, c'est bien le photographe. Hein. C'est un photographe qui a pris cette photo de Peirce. Bien. Mais ce photographe, lui aussi, il est mort. Hein. Donc, l'objet n'existe plus dans le cas de ce signe. Mais le signe, il continue d'exister. D'accord ? Donc, la caractéristique de l'icône, c'est qu'elle fonctionne comme telle, indépendamment de l'objet, même si l'objet n'existe plus. Alors que dans l'indice, on va voir que c'est absolument impossible. L'indice est réellement affecté par l'objet. Alors, un signe renvoie à son objet de manière indicielle lorsqu'il est réellement affecté par l'objet. Ainsi, j'ai déjà donné cet exemple tout à l'heure, la position d'une girouette est causée par la direction du vent. Elle en est l'indice. Un coup frappé à la porte est l'indice d'une visite. Vous voyez, on pourrait dire, bon, mais je dirai tout à l'heure avec le symbole, le symptôme d'une maladie est l'indice de cette maladie. Le représentamen d'un indice ne peut pas être un qualissigne. Alors, car il n'y a dans la priméité que du même, pas de contiguïté contextuelle. Pour l'instant, ça c'est un peu compliqué à comprendre, mais il y a une sorte de logique comme ça qui fait que un qualissigne est toujours iconique. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, le représentamen d'un indice, ça peut être un saint-signe ou bien un légissigne. Donc, ça peut être un saint-signe comme dans ces cas-là, le symptôme d'une maladie, etc., ou la girouette, hein, puisque dans ce cas-là, ça existe d'une manière spatio-temporelle, mais ça peut être aussi un légissigne, quand vous considérez, par exemple, les déictiques. Quand vous considérez je, ici, ceci, bon, ceci, le mot ceci est un légissigne au sens où c'est un mot de la langue, donc il faut l'avoir appris pour savoir ce qu'il veut dire, d'accord ? Donc c'est un mot de la langue, en tant que mot de la langue, il est légissigne. Mais dans sa relation, ça c'est sa caractéristique quand je l'examine du point de vue de la priméité, c'est-à-dire du point de vue de la priméité du signe, c'est-à-dire du point de vue du représentamen. Mais quand je considère le mot ceci dans sa signification, dans sa relation à l'objet, à ce qu'il signifie, eh bien ceci indique le lieu, par exemple, que je montre, ou l'objet que je montre, plutôt. Ceci est un ordinateur, l'objet que je montre. Bien. Et dans ce cas-là, on a typiquement un indice, hein, c'est-à-dire une relation entre, enfin, je veux dire, un geste qui va pointer vers l'objet désigné, donc une relation directe entre le représentamen et l'objet. Hein, je veux dire, le représentamen qui est ma main, il est directement dirigé par l'objet. La position de ma main, elle est causée par l'objet, par là où est l'objet, si je veux montrer ceci pour dire tel objet. Donc, on est typiquement, hein, de toute façon, c'est le même mot qu'on utilise, hein, l'indexicalité en linguistique, ça désigne évidemment tous ces termes qu'on a appelés aussi parfois des embrayeurs. Bon, ouais. Donc, ça, ce sont des exemples classiques. Et puis, dernier cas de figure, le plus simple, un signe est un symbole quand il renvoie à son objet en vertu d'une loi. Un mot de passe, un ticket d'entrée à un spectacle, un billet de banque, des mots de la langue sont des symboles. La règle symbolique peut avoir été formulée a priori par convention ou s'être constituée a posteriori par une habitude culturelle,
représentamen d'un symbole est nécessairement un légisigne. Mais évidemment, le légisigne ne peut agir qu'en se matérialisant dans une réplique. Et donc, le symbole implique un indice. Dans le code de la route, un feu rouge en général est un légisigne symbolique, ça on l'a vu tout à l'heure. Le feu rouge en général, c'est un légisigne et c'est un symbole, puisque il n'y a pas de, je veux dire, c'est une convention. On dit qu'on s'arrête au feu rouge et on passe au feu vert. Mais on aurait pu dire on passe au feu bleu et on s'arrête au feu vert. C'est une décision qui a été prise à un moment donné, qui a été partagée dans beaucoup de pays, mais c'est une décision purement conventionnelle de dire que le rouge signifie on s'arrête et le vert on passe. Donc c'est bien un symbole. La relation entre le signe et l'objet est une pure convention. Elle n'est pas liée ni à une action directe du feu sur l'objet, ni à une ressemblance entre l'idée de s'arrêter et l'idée de rouge. Il n'y a pas une qualité pure du rouge et une qualité pure de l'idée de s'arrêter, enfin, ça suppose de s'arrêter, une qualité de s'arrêter, une propriété de s'arrêter qui serait commune. Donc on a un légisigne symbolique, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on considère un feu rouge dans la réalité, un poteau avec des feux, etc., à un endroit précis, eh bien, on est dans un saint-signe, puisqu'on a une réplique, on a un feu rouge existant d'une manière spatio-temporelle, et puis il est indiciel, parce qu'en fait, il indique le feu rouge, il dit non seulement qu'il faut s'arrêter, mais il dit qu'il faut s'arrêter à l'endroit où il est. Donc, il y a bien une relation matérielle entre le signe et l'objet dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on se fie à l'endroit où est situé le feu rouge pour dire c'est là qu'il faut s'arrêter. Bon. Donc on a cette dimension indicielle. On pourrait aller jusqu'à Bon, je ne veux pas compliquer les choses. Alors, ensuite, il y a la trichotomie de l'interprétant. Bon, là, je ne vais pas commenter parce que je ne veux pas trop vous perdre là-dessus. Vous lirez si vous voulez, vous avez peut-être déjà lu. C'est le rem, le dissisigne et l'argument. Bon, on n'en a pas besoin pour notre perspective. Ce n'est pas la peine de compliquer les choses inutilement, mais vous saurez que ça existe. Alors, donc on a un tableau global de l'ensemble des aspects du signe selon les catégories ontologiques. Donc, vous voyez qu'on a ici le type ontologique du signe. On a la priméité, la secondéité ou la tiercéité. On l'a vu, la priméité, c'est l'idée de qualité, l'idée du possible, de pur possible. La secondéité, c'est l'idée de l'existence spatio-temporelle, du fait. Et puis la tiercéité, la règle, la loi, l'habitude, ce genre de choses, la règle, la loi, l'habitude. Ça, c'est le type ontologique du signe. Et puis ensuite, on a les différentes perspectives sur le signe, soit le signe en lui-même, soit la relation signe-objet, soit la relation signe-représentamen. Donc, si on considère le signe en lui-même, quand c'est une priméité, c'est le qualisigne, une secondéité, le saint-signe, une tiercéité, le légisigne. Quand on est dans la relation signe-objet, en priméité, c'est une icône, en secondéité, un index, en tiercéité, un symbole, et puis rem, dissisigne, argument pour la relation signe-représentamen. Vous voyez, encore une fois, ici, on a l'icône qui apparaît, si vous voulez, dans sa logique propre. Il y a une logique du signe chez Peirce, et cette logique du signe, elle implique de connaître un peu quelle est la place de l'icône, à quoi ça s'oppose l'icône. La plupart du temps, on vous enseigne seulement que l'icône s'oppose à l'index et au symbole. Mais bien sûr que ça s'oppose à d'autres choses. Et déjà, il faut comprendre l'opposition entre qualisigne
entre calicigne et icône, même si la notion de rem est moins indispensable. Et alors là, je vous ai indiqué ce tableau pour vous montrer cette espèce de hiérarchie qui fait que quand on a un calicigne, il est, comme c'est un représentamen qui est une priméité, son objet est obligatoirement une priméité et son interprétant aussi. Et dès que vous avez un saint-signe, donc le 1, 2, 3, là, ça signifie priméité, secondéité, tiercéité. Donc, si vous avez un représentamen qui est de l'ordre de la qualité pure, c'est une qualité pure. Évidemment que du point de vue de la relation avec son objet, vous ne pouvez avoir qu'une priméité, il n'y a aucune secondéité qui est possible à développer là, à partir d'un représentamen qui est une qualité pure. On est obligatoirement bloqué dans la priméité. Dès que vous êtes dans la secondéité au niveau du représentamen, c'est-à-dire quand vous êtes dans un saint-signe, là, il y a plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité qu'il y ait une priméité dans la relation signe-objet, auquel cas vous avez une icône, donc vous avez un saint-signe iconique. Bon, je passe sur rématique, etc. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir un saint-signe qui soit indiciel. Par contre, vous ne pouvez pas avoir un saint-signe symbolique, puisque ici, vous avez un représentamen qui est de l'ordre de la secondéité, vous ne pouvez pas avoir, il ne peut pas générer de la tiercéité derrière lui, ni du côté de l'objet, ni du côté de l'interprétant. Bon, là, le troisième cas, c'est la même chose que le précédent, mais avec simplement au niveau de l'interprétant, on a un changement de priméité à secondéité, mais encore une fois, cette troisième colonne m'intéresse moins, c'est surtout la compréhension des deux premières. Vous voyez, donc je répète ici, ici vous avez donc là où, si vous voulez, la dimension iconique va nous intéresser, vous avez le saint-signe iconique rématique qui correspond. Non, vous avez d'abord le calicigne iconique rématique, hein, qui est vraiment la pure sensation prise pour elle-même, etc. Le saint-signe iconique rématique, où là aussi l'iconicité intervient. Hein. Le saint-signe indiciel rématique, où là la relation signe-objet, elle est de l'ordre de la secondéité et plus de la priméité. Et puis vous avez ici, lorsque le représentamen est de l'ordre de la tiercéité, c'est-à-dire lorsque vous avez un légisigne, le légisigne peut être aussi iconique, hein, c'est-à-dire la relation signe-objet peut être iconique, et ensuite vous avez différentes possibilités. Vous voyez que la notion d'iconicité, ici, elle apparaît à 3 endroits, hein, dans la colonne objet. Chaque fois que vous avez un, vous êtes dans la priméité de la relation entre signe et objet. Alors, un exemple qui est donné, alors je ne me souviens plus d'où vient cette liste d'exemples, probablement de signaux sémiaux également. Hein. Donc, vous avez ici représentamen, objet, interprétant, et puis à chaque fois, on vous indique est-ce que c'est la priméité, la secondéité ou la tiercéité. Donc, encore des exemples pour mieux comprendre. Calicigne iconique rématique, un vague sentiment de peine. Donc là, on est, vous voyez, dans la priméité pure, donc du pur sentiment ressenti pour lui-même, pas vrai. Alors, vous voyez, sentiment vague. Comme je disais tout à l'heure pour Peirce, pour être dans la dimension iconique et dans la dimension de la priméité, c'est-à-dire de la qualité pure, hein, c'est pour ça qu'on a le calicine ici, il faut s'imaginer qu'on est dans une sorte de somnolence, qu'on n'a pas encore conscientisé, objectivisé les choses. Ensuite, vous avez le saint-signe, donc, où le représentamen est une secondéité, saint-signe iconique rématique, donc l'exemple c'était une maquette. La maquette, c'est un saint-signe parce que c'est une chose qui existe spatio-temporellement, elle existe
si vous voulez, tout ce qu'on voit qui existe, qui peut se dégrader, ce sont des saint-signes. Hein. Donc une maquette, c'est un saint-signe. Une maquette précise. D'accord ? Et c'est un saint-signe iconique. C'est un saint-signe iconique parce que la maquette, elle ressemble à ce qu'elle modélise. Une maquette, je sais pas moi, une maquette d'un bâtiment faite par un architecte, elle ressemble, elle est dans une relation de similarité avec le bâtiment. Je ne commente pas le troisième mot, hein, rématique, dissent, etc. Le saint-signe indiciel rématique, là, dans ce cas-là, on a un indice. Donc, un cri spontané, donc bon, c'est un saint-signe parce que ça existe spatio-temporellement. Et un cri spontané, c'est tout simplement, bon, ce cri, on va l'identifier par, enfin, je veux dire que le signe que va produire, enfin, que forme ce cri, va être dans une relation indicielle entre signe-objet, parce que ça renvoie directement à la personne qui crie et qui exprime quelque chose qui va être, par exemple, la peur. Bon, ensuite, c'est un signe indiciel dissent. Ici, c'est la girouette. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte de différence entre le saint-signe indiciel rématique et le saint-signe indiciel dissent. Mais bon, peu importe, on peut retenir l'exemple de la girouette ici, qui est indicielle, contrairement à la maquette qui est iconique. Et ensuite, le légisigne iconique rématique, une onomatopée. Donc, l'onomatopée, elle est légisigne parce que c'est un mot de la langue, comme les autres, donc c'est de l'ordre de la tiercéité, en tant que représentamen. C'est iconique parce qu'il y a une ressemblance. Et puis, bon, rématique, je ne commente pas. Légisigne indiciel rématique, ici, la différence entre les deux, c'est uniquement iconique indiciel. Donc, on a un embrayeur, un déictique, comme on a vu tout à l'heure. Un feu rouge en contexte, bon, on a vu cet exemple, hein, légisigne indiciel. Et légisigne symbolique, un nom commun. Et puis, vous voyez la différence entre le légisigne symbolique rématique, dissent et argumental. On comprend bien, là, en gros, enfin, on comprend bien. On a une approximation de cette variation priméité, secondéité, tiercéité au niveau de l'interprétant. C'est-à-dire, vous voyez qu'on a le nom, la proposition et l'argument. Donc, avec des ordres de complexité différents. Ça, je ne l'ai pas dit, mais en fait, l'idée, c'est quand même qu'on a des ordres de complexité différents et que, donc des ordres de complexité différents, je veux dire croissants. Hein. On a une plus grande complexité dans la secondéité que dans la priméité, on a une plus grande complexité dans la tiercéité que dans la secondéité. Et puis, inversement, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une relation d'implication. Hein, c'est-à-dire que quand vous considérez le feu rouge en général, qui est donc un symbole, le symbole en tant que tiercéité implique une secondéité. Parce que pour matérialiser ce symbole, on a vu, il faut bien des occurrences précises de feu rouge dans les rues. Et la secondéité elle-même implique une priméité. C'est-à-dire que le feu rouge en lui-même, à la limite, il peut avoir des qualités spéciales, hein, différentes. Par exemple, enfin, voilà, que le poteau peut être plus ou moins tordu, mais ça ne l'empêche pas de fonctionner, ça ne change rien à son fonctionnement comme feu rouge, ça ne change rien non plus à son fonctionnement indiciel, simplement ça lui donne des qualités pures différentes. Les exemples de Peirce, cette fois-ci, bon, c'est un peu les mêmes, hein. Calicigne iconique rématique, un feeling de rouge. Saint-signe, pardon, iconique rématique, un diagramme en tant que fait singulier. Alors, bon, un diagramme, on pourrait dire un triangle tout simplement, par exemple, hein,
un triangle en tant que fait singulier, c'est un saint-signe par opposition au légisigne, parce que quand je dessine un triangle, je dessine forcément un triangle qui a certaines propriétés. Soit je veux représenter un type de triangle particulier, par exemple, mais si je veux dessiner le triangle en général, qui se caractérise par le fait que c'est simplement une figure qui a 3 côtés, et bien dans ce cas-là, je serai dans le légisigne iconique. C'est-à-dire que le triangle, dans sa pure généralité, indépendamment de sa singularité factuelle, du fait que ce soit ce triangle-là dessiné, qui a forcément des dimensions de côté particulières, etc. Alors, le saint-signe iconique rématique, le saint-signe indexical rématique, ça on l'a vu, la girouette on l'a vu. Bon, les autres exemples correspondent finalement à ceux qui étaient déjà dans Signio Sémio. D'autres exemples que j'ajoute, l'adverbe enfin. Alors, c'est un légisigne en tant que mot de la langue française, hein, il est dans le dictionnaire, c'est un mot qu'il faut avoir appris, ça suppose une convention, donc c'est un légisigne. C'est un saint-signe quand on l'emploie à un moment donné, hein, soit à l'écrit, soit à l'oral. C'est donc une occurrence du légisigne, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Je peux compter le nombre de fois qu'il y a enfin dans un texte. Là, je compte en fait les occurrences du légisigne qu'on appelle donc des saint-signes. Et puis le calicigne, ça va être l'intonation du mot enfin, hein, ou alors la façon dont va être écrit le mot enfin. Alors le verbe meugler, on peut le considérer comme une icône dans la mesure où il y a une ressemblance ici entre une similarité entre le représentamen, qui est donc le son meuglé, et l'objet désigné, c'est-à-dire le fait que le cri de la vache, hein, puisque ce verbe il est de formation onomatopéique. Hein, ça vient de meu, qui est l'onomatopée du bruit de la vache, donc du cri de la vache. Donc on a fabriqué meugler sur meu. Donc il y a une dimension iconique dans le verbe meugler. Il y a une dimension indexicale si je dis cette vache meugle, puisque quand je dis cette phrase, je vais la dire à un moment donné pour désigner une vache particulière. Donc là, je suis dans la lexicalité, j'ai une dimension de secondéité dans la relation signe-objet. Et puis, c'est un symbole si je considère simplement le verbe meugler comme un simple mot de la langue française. D'accord ? C'est important de comprendre, vous voyez, je prends le même mot et je vous montre qu'il est perçu, qu'il peut fonctionner comme icône, comme index ou comme symbole. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Ce ne sont pas des types de signes, ce sont des modes de fonctionnement du signe. Dernier exemple, le mot « ici », quand je dis « viens ici », alors ça sera une icône si on admet que le son « i » renvoie à la proximité. J'avais déjà donné cet exemple, c'est un grand classique du symbolisme phonétique, l'opposition entre « i » et « a », où « i » renvoie, vous savez, au petit, à l'étroit, au léger, mais aussi au proche, hein, alors que le « a » renvoie au lourd, au loin, au grand, etc., mais aussi au lointain, comme en français, on a « ici » et « là ». Bien, alors, on peut dire qu'il y a une dimension iconique dans « ici », si on admet qu'il y a un rapport entre le « i » et la proximité, donc qu'il y a une forme de similarité entre l'objet et le signe, ou entre l'objet et le représentamen. On peut considérer que ici a une dimension indexicale, puisque quand je dis ici, il renvoie cette indication d'un lieu, se calcule par rapport à la situation spatiale ici et maintenant du locuteur. Et puis c'est un symbole parce que c'est un mot de la langue française comme les autres, hein, qui doit être appris pour être connu. Alors, je
je vous donne ici une citation qui justifie un peu la complexité dont je vous parlais tout à l'heure. Une similarité implique deux éléments, puisqu'on a vu que l'iconicité est quand même définie par Peirce à partir de la notion de similarité. Quand vous avez une similarité, vous avez forcément deux éléments. Bon. Donc, il y a une tension paradoxale dans la définition de l'icône, parce que, on l'a vu, l'icône appartient à la catégorie de la priméité, tout en impliquant une secondéité. Elle appartient à la catégorie de la priméité parce que c'est la priméité dans la relation signe-objet. Donc, c'est une priméité, mais une priméité qui prend en charge une secondéité. C'est compliqué, c'est comment on fabrique de la priméité avec de la secondéité. Et cet aspect, cette tension-là, c'est un aspect de l'icône comme cas limite. Peirce parle de cas dégénéré parce qu'il emploie le terme dégénéré au sens mathématique du terme. On va dire par exemple en mathématiques qu'un cercle, c'est une ellipse dégénérée, parce que c'est un cas particulier d'ellipse. Ou que le carré, c'est un rectangle dégénéré, parce que c'est un rectangle qui a des propriétés particulières, c'est un cas limite de rectangle. Bon. Si on illustre le concept d'icône par des exemples comme ceux du portrait ou de la photographie, il est difficile de percevoir cet aspect paradoxal de la définition de l'icône. Bien sûr, parce que dans ces cas-là, on ne perçoit que la dimension ressemblance, la dimension similarité. Et ça, c'est facile à percevoir, la dimension similarité. C'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart du temps, les linguistes ne retiennent que cela, la similarité. Mais il y a aussi la notion de priméité, il ne faut pas oublier. L'icône, c'est intéressant en tant que priméité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Bon. Eh bien, pour percevoir cet aspect, il faut s'appuyer sur d'autres exemples qui apparaissent chez Peirce, et des exemples qui montrent que cette tension qu'on a dans la secondéité, si vous voulez, de la relation représente-amène-objet, c'est une tension parce que je veux de la priméité, mais j'ai deux choses. J'ai l'objet et j'ai le signe. Eh bien, l'idée va être que cette tension, elle va aller vers une fusion du signe et de l'objet, qui va me ramener vers la priméité. La façon dont j'interprète cela, ça c'est une interprétation personnelle, c'est que le fait que l'icône soit de l'ordre de la priméité conduit vers un cas limite de fusion du signe et de l'objet. Alors, on voit bien cela dans une citation de ce genre que je n'ai pas traduite ici, sauf erreur. Non, je ne l'ai pas traduite. Bon, alors, c'est une citation de Peirce. Je ne me souviens plus quelle est la source exacte, mais on la retrouve facilement parce que c'est un passage qui est assez souvent cité depuis quelques années dans la littérature scientifique sur le sujet. Donc, je vais traduire avec vous. Le troisième cas est celui où une relation duelle entre le signe et l'objet est dégénérée et consiste dans une simple ressemblance entre eux. Donc, vous voyez, c'est l'icône. J'appelle un signe qui tient pour quelque chose simplement parce qu'il lui ressemble, un signe qui est un signe de quelque chose simplement parce qu'il lui ressemble, une icône. J'appelle ça une icône. Une icône, c'est fondé sur la ressemblance. D'accord ? Les icônes sont tellement complètement substituées à leurs objets qu'on peut à peine les distinguer d'eux. Vous voyez, là c'est vraiment dans Peirce, ça. On peut à peine distinguer l'objet. Alors, il y a un premier exemple avec les diagrammes en géométrie, mais qui n'est pas forcément très facile à comprendre. Un diagramme, tant qu'il a une signification générale, n'est pas une pure icône. Pourquoi ? Parce que c'est un
parce que quand il a une signification générale, c'est un symbole. Mais lorsque, au milieu de nos raisonnements, nous oublions cette abstraction, le diagramme est pour nous la chose véritable. C'est-à-dire qu'au lieu de voir mon diagramme, mon triangle par exemple, comme étant non pas une pure icône, parce que je ne peux pas dessiner le triangle en général. Hein? Je ne peux pas dessiner le triangle. Je dessine forcément une réplique de triangle, une actualisation. Mais si je suis dans la fusion, dans une chose qui ressemble au triangle, donc dans une icône, hein, je vais oublier, au fond, la particularité du triangle que j'ai sous les yeux, qui est forcément pas le triangle en général, mais je vais le prendre pour le triangle en général. D'accord? C'est ça, cette idée. Dans nos raisonnements, on oublie l'abstraction et ça devient, le diagramme devient pour nous la chose véritable. Et je préfère le deuxième exemple, qui est beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus parlant, hein, et qu'on retrouve d'ailleurs, je ne vous ai pas donné l'exemple ici, mais la citation ici, mais on retrouve une citation similaire chez Merleau-Ponty quand Merleau-Ponty travaille sur la peinture, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour la compréhension de la notion d'icône. Quand on contemple un tableau, so in contemplating painting, un tableau, il y a un moment où nous perdons la conscience que ça n'est pas la chose. La distinction entre le réel et la copie disparaît. Et à ce moment-là, c'est un pur rêve. Pas une existence particulière, donc je précise ça pour dire, on n'est pas dans la scondéité encore. On n'a pas identifié. Par exemple, imaginez que vous regardiez un tableau d'un paysage, d'une plage. Un tableau d'une plage. Si vous l'identifiez, ce tableau, comme une plage qui est à tel endroit en France, sur la côte d'Azur, je ne sais quoi, là, vous tombez dans l'existence particulière. Vous tombez dans la secondéité. Vous avez mis en relation cette image avec un objet. Mais si vous regardez le tableau et qu'en le regardant, en vous laissant dans une rêverie tout en regardant le tableau, vous vous imaginez soudain sur la plage. Eh bien, c'est ça l'icône pour Peirce. At that moment, we are contemplating an icon. C'est cela, voir une icône, c'est être dans ce moment de fusion entre le représentamen et l'objet. Le représentamen, c'est le tableau, c'est la toile. L'objet, c'est ce qui a causé la toile à l'existence, le paysage et puis le peintre, etc. Eh bien, il y a un moment de la contemplation esthétique où tout d'un coup, on voit, non pas qu'on est sur la plage, mais on voit, comme à vue, on voit le tableau comme le peintre l'a vu. On est comme si c'était notre propre vision. Hein, c'est peut-être un petit peu ça l'idée. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais simplement, j'essaie de vous faire sentir l'idée, hein, de vous faire sentir l'idée que qu'est-ce que ça veut dire une fusion de l'objet et du représentamen, une fusion du signe et de l'objet. Hein, on peut dire, puisque on peut employer signe au sens de représentamen, on peut dire les deux. Qu'est-ce que c'est une fusion du signe et de l'objet? Ben, c'est ça, c'est ce moment où on voit une image et on est avec cette image. Elle n'est plus perçue comme une image. Elle a agi, elle a tellement bien joué son rôle qu'on est on est à nouveau dans une pure
qualité, dans une qualité pure, dans une priméité, c'est-à-dire comme si on ne voyait plus cette secondéité qu'est le rapport entre le signe et l'objet. Bon. Alors, ensuite, donc, on a la distinction des différents types d'icônes. Ce qu'on vient de voir, vous voyez, si je m'arrête sur ce que je viens de vous dire là de l'icône, hein, qu'est-ce que l'icône en tant que priméité? Vous voyez qu'on est très loin de l'icône, de la linguistique, de l'iconicité. Là, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'écrit Olga Fischer, ce qu'écrit Hyman, Gibbon, etc., sur l'iconicité, l'isomorphisme, tout ça. Hein. Pour l'instant, on en est loin. L'icône prise dans ce sens-là, une icône, au sens de Peirce, ça engage, si vous voulez, une relation de l'être aux choses qui est une relation première, enfin, je suis désolé, je suis redondant puisque je décris... Pardon? Existentielle peut-être? Oui, il y a cette dimension existentielle, exactement, mais elle est primaire, elle est première au sens de primaire, primordiale, primitive. C'est exactement, pour moi, si vous voulez, je sais pas, c'est vraiment très proche de ce que décrit Merleau-Ponty quand il parle de l'expérience primordiale de notre relation au monde, quand il parle de cette idée que, par exemple, il y a une différence entre un paysage vu par un géographe, qui est donc là, du coup, de l'ordre de la... qui peut être une icône au sens de la relation de similarité entre une carte, par exemple, et puis une forêt dont on a fait la description géographique, et puis l'expérience même d'avoir été dans la forêt, d'avoir vécu ce sentiment d'être dans la forêt. Bon. Bien. Donc il y a toujours ce rattachement et cette dimension de l'iconicité, elle dit aussi quelque chose, à mon avis, de la relation de l'être aux choses, de l'être humain aux choses du monde, aux objets, à la matérialité du monde, à la corporéité du langage. C'est là qu'on va, c'est à partir justement, c'est là que du coup la question de l'iconicité et la théorie des images, on va voir après dans les différents types d'icônes, c'est là qu'on sort complètement de cet enfermement dans la problématique de l'onomatopée. C'est que l'icône devient le nom de notre relation primordiale, corporelle, existentielle, comme vous disiez, au langage. Parler, ce n'est pas seulement produire des légisignes via des saint-signes, hein. C'est aussi faire vibrer ses cordes vocales. C'est aussi, moi là, maintenant, ça fait un certain temps que je vous parle, là, ça va faire bientôt 45 minutes. Non, on a commencé à 13h et il est... Non, il est 14h42, c'est fou. Je crois que je vous parlais depuis 1h, je vous parle déjà depuis 1h40. Bon, bah, je sens que j'ai un peu mal à la gorge, j'ai la voix qui commence à fatiguer. Bah, c'est ça aussi le langage, c'est aussi la voix. On est des êtres parlants, des êtres de chair, on a un corps, quoi. Bon, donc, la dimension de l'iconicité, la problématique peircienne de l'iconicité, à mon avis, c'est ça aussi qu'elle dit. Mais, donc, on va aller plus loin. Il y a cette distinction des différents types d'icônes, hein, que vous avez vu aussi dans la dernière partie du texte d'Anthony Japy. Voilà deux passages donc, de Peirce. Un signe par priméité et l'image de son objet, mais plus strictement parlant, ça ne peut être qu'une idée. Bon, alors, on vient de le voir, le signe par priméité, c'est quand même la priméité du signe, c'est une expérience,
limite, c'est notre ancrage au monde, au fond. C'est quelque chose qui est à la fois abstrait et très concret. Hein. C'est... Bon, je ne commente pas plus. Simplement, vous voyez comment Peirce s'en sort ici. Mais un signe peut être iconique. Qu'est-ce que ça veut dire? On passe de être une icône à être iconique. Donc on a quelque chose de moins puissant, enfin si vous voulez, on a juste des simples propriétés d'être iconique, mais on n'est plus dans la vraie, si j'ose dire, la vraie icône, la vraie priméité. But a sign may be iconic. Un signe peut être iconique, c'est-à-dire qu'il peut représenter son objet principalement par sa ressemblance, quel que soit son mode d'être. Vous voyez, c'est là où il y a une sorte d'abandon de la trop grande complexité de penser l'icône dans sa priméité. L'icône dans sa priméité, c'est tellement impensable parce que ça décrit notre ancrage corporel existentiel au monde, c'est tellement impossible à mettre devant la pensée que bon, on le met de côté, no matter what its mode of being, c'est-à-dire peu importe que ça ne soit pas une priméité, il y a relation de similarité entre signe et objet. Bon, alors là, on retombe dans l'iconicité de la linguistique de l'iconicité. Et alors, si on veut un substantif, un représentamen iconique, donc attention, vous voyez, là, on n'est plus dans un représentamen qui est une icône, mais on est dans un représentamen iconique, peut être appelé une hypoicône. Autrement dit, toute la linguistique qu'on appelle de l'iconicité, c'est en réalité une linguistique de l'hypoiconicité. Ce sont les hypoïcones que décrivent les linguistes, pas les icônes de Peirce. Bon, toute image matérielle, comme un tableau, est largement conventionnelle dans son mode de représentation. Donc, c'est conventionnel dans son mode de représentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit chez Peirce que c'est conventionnel, ça veut dire que c'est de l'ordre de la tiercéité aussi. Mais en lui-même, sans légende ou étiquette, on peut l'appeler une hypoïcône, parce qu'il y a simplement de la représentation. D'accord? C'est une hypoïcône, il y a une ressemblance, pardon, j'ai dit il y a simplement de la représentation, je voulais dire il y a la ressemblance, malgré des aspects conventionnels et malgré le fait qu'on ne s'interroge plus là du tout sur l'expérience de voir le tableau. Le tableau, en tant qu'il est... Alors, évidemment, il faut s'imaginer dans un cadre, peut-être c'est plus simple à comprendre si on pense uniquement à la peinture, qui est réaliste, mais donc qui suppose une ressemblance. Mais on pourrait l'élargir à d'autres, à de la peinture moins figurative, où d'autres formes de ressemblance pourraient apparaître, des formes de ressemblance plus abstraites. Bon. Alors ensuite, les hypoïcones peuvent être grossièrement divisées, peut être partagées, on peut distinguer différents types d'hypoïcones, en gros, selon le mode de priméité qu'elles partagent. Donc vous voyez, on est dans une forme de priméité, donc simplement au sens de la similarité. Quel genre de similarité? Et là, il y a celles qui partagent de simples qualités, ce sont les images, les premières priméités, les secondes qui représentent des relations principalement dyadiques, donc du dyadique, vous comprenez, secondéité, ou bien des parts de choses par des relations analogues dans leur propre partie sont des diagrammes. Et puis ensuite, il y a la dernière partie qui est plus compliquée, qui représente le caractère représentatif d'un représentamen en représentant un parallélisme dans quelque chose d'autre, sont les métaphores. Alors ça, c'est tellement tordu comme formule que personne ne l'a repris derrière, et en général, on tire de Peirce uniquement les images et les diagrammes, en disant que ce sont les deux sortes d'icônes. Donc, vous voyez un peu le raccourci qu'il y a dans la linguistique de l'iconicité, que je ne veux pas du tout accuser de quoi que ce soit. Je veux dire que les linguistes qui travaillent sur l'iconicité font des choses absolument excellentes dans leur genre et qui donc, comment dire, documentent très bien
des choses qui ont tout de même à voir avec l'iconicité, malgré tout. Mais voyez un peu tout ce qu'on a perdu. Quand on retient dans les linguistiques de l'iconicité que dans les icônes, d'une part, on a des icônes hein, qui sont caractérisées par la ressemblance entre la forme et le contenu du signe, par la similarité signifiant signifié, et que ensuite on divise ces icônes en 2 ou 3 parties en disant bon, il y a d'un côté les images, de l'autre côté les diagrammes, même à la limite si on introduit les métaphores. Voyez ce qu'on rate. Hein. On rate d'une part le fait que on a oublié la tension constitutive de l'icône chez Peirce, hein, qui, à mon avis, peut être développée du côté de la linguistique de l'énaction, de l'incarnation, etc. Et puis, on oublie aussi de dire que ce qu'on appelle icône, chez Peirce, en réalité, ce sont les hypoïcones. Alors, maintenant, le texte de Japy, bon, je ne vais pas avoir le temps de le commenter en détail, mais je vous résume très grossièrement ce qu'il appelle les 3 théorèmes de l'iconicité qu'il développe. Hein. Alors, peut-être que je le reprendrai une prochaine fois, ce texte, pour vous en donner, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes, notamment sur les dates, d'élaboration sur les différents types de classification des signes qu'a produit Peirce. Mais bon, voilà. Les 3 grandes idées qu'il appelle les théorèmes de l'iconicité pour Japy, ce sont les suivants. D'une part, cette idée que pour déterminer le signe, donc il faut comprendre ici le signe au sens du représentamen, hein, et le porter à l'existence. Pardon, il y a une petite coquille ici, il manque un S à existence. L'objet communique au signe une partie de sa forme. Hein. Donc, le signe, vous voyez, est déterminé par l'objet. Et donc, ça veut dire que l'objet transmet certaines de ses propriétés au signe. Ensuite, par transitivité, le symbole implique un index et l'index implique une icône. Hein. Ça, on l'a vu avec quelques exemples. Que lorsqu'on est dans un légisigne, par exemple, lorsqu'on est dans un symbole, un mot de la langue, eh bien, prenons simplement le cas d'un mot de la langue. Hein. C'est un symbole au sens où on peut toujours considérer qu'il y a une dimension conventionnelle dans un mot de la langue, bien sûr. Hein. Il y a une dimension conventionnelle. Le symbole, au sens de Peirce, ça implique un index. Oui, parce que ce symbole, il n'aurait pas pu exister si le mot n'avait pas été employé dans la langue. Je veux dire que si un mot est installé dans la langue, c'est pas qu'il a été installé par un dieu ou par un logothète, comme on dit chez Platon, dans la langue. C'est que le mot a été employé. Donc, ce qui a été employé, ce n'est pas le symbole lui-même, ce sont des répliques du symbole. Il y a donc eu des emplois datés, ayant une existence spatio-temporelle qui explique le symbole. Et puis, par ailleurs, lorsque j'utilise un mot de la langue, je l'utilise à un moment ou à un autre. Il peut avoir en plus lui-même une dimension indexicale dans son signifié, s'il s'agit d'un déictique, par exemple. Et puis, par ailleurs, cette dimension indexicale, à partir du moment où le mot a une existence spatio-temporelle, il implique une icône. Pourquoi ? Eh bien, parce que si le mot a une existence spatio-temporelle, eh bien, c'est qu'il y a quelqu'un pour le dire, ce mot, ou pour l'écrire. Et donc, s'il y a quelqu'un qui le dit, il y a un grain de la voix, il y a une voix, il y a une qualité de la voix, il y a une qualité de l'écriture, etc. Donc, il y a une dimension iconique. Et puis enfin, donc, la troisième chose qu'on vient de voir, il y a les différentes formes de l'icône qu'on appelle les hypoïcones, hein, images, diagrammes et métaphores. Donc,
Il faudrait peut-être, donc je le ferai si j'ai le temps plus tard, revenir sur ces différentes notions. On aura au deuxième semestre de toute façon un exposé sur ces voire deux exposés sur les notions d'incarnation, d'énaction, ces choses-là, qui sont extrêmement importantes pour la compréhension donc, de la notion d'iconicité. Et donc, je vais m'arrêter là pour le contenu du cours. Et il reste 5 minutes. Si vous avez quelques questions, je vais quitter le partage d'écran. Voilà. Si vous avez quelques brèves questions, pour cette fois-ci, je vais me tourner vers la caméra. Bon, écoutez, je comprends que vous n'en ayez pas parce que le cours était quand même extrêmement dense en contenu, mais sachez que ce sont des choses quand même très difficiles à intégrer intellectuellement. Il faut du temps, donc ça n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout pour l'instant. Vous y reviendrez plus tard si vous en avez besoin de ces notions. Et de toute façon, moi, j'y reviendrai à plusieurs reprises. Ce sont des notions difficiles, mais pas complètement inabordables. On peut, en travaillant un peu, les élaborer. Il y a quand même un certain degré d'abstraction, c'est vrai, mais enfin, voilà. Au moins, vous aurez une vision de cette notion d'iconicité un peu moins naïf que la plupart des gens ont, en tout cas quand ils utilisent ce terme. Donc vous voyez que le problème, il est que la problématique linguistique de l'iconicité est déjà une problématique relativement marginale, mais en plus, ceux qui s'y intéressent ont souvent une vue extrêmement restreinte et pauvre finalement de la notion d'iconicité, alors que elle a chez Peirce une dimension beaucoup plus vaste. Voilà, alors, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Et alors, je pensais peut-être la semaine prochaine, enfin pas peut-être, il ne faut pas que je dise peut-être, mais je vais vous le confirmer de toute façon, je vais l'écrire sur la page du site. Vous savez, normalement, la semaine prochaine, on ne fait pas vraiment cours puisque c'est en principe une semaine de révision. Mais je vais quand même faire court, mais uniquement pour les étudiants et les étudiantes qui font un mémoire avec moi. On fera une sorte de réunion plutôt qu'un cours, une réunion pour que chacun puisse poser les questions qu'il a sur son mémoire. Donc, sont invités en priorité, bien sûr, les étudiants qui font un mémoire avec moi, mais les autres aussi. Si vous avez des questions sur votre mémoire et que vous voulez profiter de cette séance un petit peu méthodologique, disons, pour poser des questions, vous êtes évidemment les bienvenus. Mais disons que je me concentrerai plutôt, je donnerai plutôt la parole aux étudiantes et aux étudiants qui font un mémoire avec moi pour savoir un petit peu où ils en sont, quelles sont leurs difficultés. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir.